Bonsoir à tous. Bonsoir, Content d'être avec vous pour continuer avec le cours de chimie organique. Donc, la semaine dernière, nous avions parlé de l'oxydation des aldéhydes, des cétones. Et nous allons poursuivre avec la réactivité de ces composés organiques. Mais avant, il y avait un devoir à faire. Donc, c'était le petit A de ces exercices. Donc, vous devriez écrire les demi-réactions de cette réaction d'oxydoréduction. Donc, une demi-réaction relative à l'oxydation, une demi-réaction relative à la réduction. Ensuite, faire le bilan et présenter le résultat en milieu basique. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Et Lyric, donc, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu peux nous présenter ton devoir? oui, monsieur. Oui, mais on y va. Oui, Juste avant, c'est et qui d'autre on peut faire le devoir? Qui est parmi nous là qui fait le devoir là? Après les la question. qui est parmi nous qui t'a essayé et fait devoir que m'te la semaine dernière là, à part les Ok. Les on y va. Oui, monsieur. Donc C'est H3, la réaction c'est CH3, simple liaison CH2, simple liaison chaud. CH2, c'est liaison chaud. Mhm. C'est la première demi-équation. Plus Oui. H2O. Ok. La première demi-réaction, oxydation. Mhm. Ça c'est l'oxydation. Oui. Ok, ça a donné Donc, quoi? CH3, simple liaison CH2, simple liaison COOH, CH3. simple liaison. Mhm. Et O, Plus, OH, c'est ça? oui, oui, Mhm. plus deux h CH plus. plus de électrons. Et plus d'électrons. Oui, C'est bien ça. oui, Très bien.
Pour la Donc là, réaction, il y a perte d'électrons. Donc ça, c'est la demi, c'est l'oxydation. oui. Très bien. Pour la réduction, Ok. La réduction, qu'est-ce qu'on a? MnO4-, M, N, O, A. moins, Et plus un instant. OK, MnO4 moins. On va appeler quoi moins ça? plus Mhm. 8H+, plus. 8H plus. C'est Mhm. vrai? Oui. Plus 5 électrons, Mhm. plus 5 C'est- électrons, Mhm. et donne OK. Mn2+, plus, de plus, Plus. plus 4H2O. Très bien. Maintenant, Et pour nous qu'à éliminer électrons, parce qu'on a 2 électrons dans oxydation et puis 5 électrons dans réduction, hein. Dans oxydation, on a multiplié par 5 et réduction, on a multiplié par 2 pour électrons carrés. mais avant, est-ce que demi-réaction, ça eux même équilibré? Faut que équilibré du point de vue de charge, faut que équilibré du point de vue et de masse. Oui, C'est équilibré? oui. Allez, non, montrez-nous que première demi-réaction est équilibrée. Mm. Montrez-nous que l'équilibré. Again, 3, 3 carbone, 3 carbone, 8 hydrogène, et puis l'oxygène. Équilibré. Première pas équilibré, non, mais c'est parce que il y a de oxygène dans produit et puis dans réactif là, Ça m'a équilibré. C'est ça. Avant, avoir le bilan, il faut qu'on assure que demi-réaction est équilibrée. mais ma mettez 2 devant et H2O. Mhm. On va mettre deux ou Oxygène ça. dans propane là, l'équilibré. L'équilibré. Équilibré. Combien Plus d'oxygène nous gagnons? Nous gagnons deux oxygènes à gauche, deux oxygènes à droite, trois carbones, trois carbones.
Oui, l'équilibre. On a combien d'hydrogènes? On a 3, 7, 8, 10 hydrogènes, c'est ça? 3, Mhm. non, 3, 5, 6, 8 hydrogènes. De l'autre côté, on a 3, 5, 6, 8. 3, 6 plus 2, ça fait 8. Du point de vue de charge maintenant. La charge, c'est 0. Et À gauche, 0. oui, Et on a deux charges à positives, droite. on a deux charges négatives à droite, donc ça fait 0. Donc c'est équilibré pour l'oxydation. Et la Oui, réduction, c'est équilibré. est-ce que c'est équilibré la réduction? Oui, oui, c'est équilibré. OK. OK. Donc on a MM, on a eu combien d'hydrogènes? 8 hydrogènes, 8 hydrogènes, 4 oxygènes, 4 oxygènes. Du point de vue de charge, pour sûr c'est équilibré. On Oui, a deux charges positives à droite, on a 5 MnO4 moins, son charge négative, 5 électrons, ça fait 6 charges négatives, 8 charges positives. Très bien, c'est équilibré. OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour éliminer les électrons? on va multiplier oxydation par 5 et réduction par 2. OK, alors nous ne pas le refaire, nous avons juste multiplié là. Donc, ici, c'est par 5, c'est ça? Oui, OK, 5 5, avec 5, 5, ça fait 10, comme ça fait 10, 10. ça fait 10 électrons. Très bien. Et ici, on a 2, on a 16, 16, 10, on a 10, 2, 2, et puis 8. 8. Très bien. Allez, on allait, on a fait bilan, les électrons. Il Côté va aller. électrons, ils vont aller. OK, électrons éliminés. Donc, qu'est-ce qu'on reste? Et l'eau. C'est l'eau après les doigts. Quoi? Non, De quel côté? et sous produit. Dans le côté produit. OK, donc là, on a bien 5 de l'eau à Y éliminer. aller. Là également, on a bien 5 cap éliminés. Combien cap été? A été 3. 3. Et Yeah, proton. man. Et après tes 6. Et après tes 6 protons de quel côté? 6 Côté H+, réactif. 6. et flèche. Oui, donne 5. Mhm. On a 5 molécules d'acide. Les protons Plus sont 2. éliminés. Nous Oui. étions 2. On n'a pas tout ça. Mn2. Oui.
OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que dans le milieu, il y a des protons, Oui, oui, dans le milieu n'est-ce pas? acide, que nous Là, cela signifie que la et réaction basique. s'est déroulée en milieu acide. Oui, Donc maintenant, on va ajouter des ions OH-. Voilà, donc oui. combien OH- ça va ajouter là? 6. Pour ça, Du côté réactif, OK, du côté des réactifs, on va ajouter 6 OH-, oui, OH, et puis là, on va ajouter 6 également oui. pour, On va mettre 6. pour respecter l'équilibre. Oui, Très bien, merci. Donc, 6H plus 6 OH-, c'est bien ça. usage de eau. Il y a 6 molécules d'eau. Donc, on a remplacé. Est-ce que tout le monde ouais? Oui, OK. Donc, ça a toujours été de ce côté, on a toujours 6 OH-. Donc, maintenant, oui. ici, on a 6 molécules d'eau. Et de l'autre côté, De 3 l'autre côté, molécules on d'eau. a 3. Donc, on a fait soustraction, hein. Donc, Oui, qu'on a fait 3. c'est comme si nous gagnons plus 6 moins 3. Plus 6 Après moins des 3. 3, donc il était 3. Donc, Oui, on a retranché 3 molécules dans 6, après était 3. Et puis 3, ça les mêmes, là, peut éliminer. Si nous avons 3 de chaque côté, il est égal à 0. oui, Voilà. Donc maintenant, le fait qu'on on a plus d'ions H plus dans le milieu. Donc, il ne non. reste que des ions H-, ce qui signifie que la réaction s'est effectivement déroulée en milieu basique. Donc, voilà Basique. comment procéder pour équilibrer donc que ce soit les acides, les aldéhydes, les cétones, donc l'oxydation, les réactions d'oxydoréduction de ces composés. Voilà. Merci, Lily. Donc, je pense que c'est pas a été clair pour tout le monde. Donc, si vous avez à refaire, donc moi, c'est que nous pas bien trop de difficultés avec ce type d'exercice. OK? Donc, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est vrai on a écrit les deux demi-réactions. Maintenant, il ne faut pas oublier que à chaque réaction redox, donc il existe donc des couples redox, des couples redox oxydant 1, oxydant 2, réducteur 1, réducteur 2. OK? Oui, Maintenant, quels sont les, 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 les espèces qui sont en relation? Donc, vous avez l'ion MnO4- qui est en relation avec Mn2+. M- Donc, maintenant, quel est le nombre d'oxydation de manganèse dans l'ion MnO4-? Quel est le nombre d'oxydation de l'ion manganèse dans MnO4-? Je vous écoute. Quel est le nombre d'oxydation de manganèse dans l'ion MnO4-?
7. 7. Oui, effectivement, c'est ça. C'est 7. Donc, si vous avez 4 oxygènes, chaque oxygène, c'est -2. Donc, 4 fois -2, ça donne -8. Donc, mais si vous avez MnO4-, donc c'est la somme du nombre d'oxydation du manganèse et du nombre d'oxydation des atomes d'oxygène qui donne la charge que vous avez sur l'ion. Donc, cette charge qu'on appelle charge complète, charge élémentaire. Donc, oxygène, 4 oxygènes, c'est -8. Donc, pour nous capables de gagner -1 comme résultat, donc, pour nous, faire -8 plus 7, donc ça donne -1. Maintenant, le nombre d'oxydation de manganèse dans Mn2+, c'est +2. Donc, vous voyez, donc +2 plus 7 d'un côté. Donc, est-ce qu'il y a une augmentation du nombre d'oxydation ou bien une diminution du nombre d'oxydation? Diminution. Il y a une diminution, effectivement, c'est une réduction parce que une réduction correspond à une diminution du nombre d'oxydation. Et qu'en est-il pour la réaction d'oxydation? Quel est l'élément et dont le nombre d'oxydation varie ou bien augmente? Quel atome, quel élément? Par exemple, dans Le le carbone. dans le permanganate, dans l'ion permanganate, on voit que c'est le manganèse, c'est pas l'oxygène. OK? Donc, s'il s'agit d'une molécule, par exemple, l'aldéhyde, donc c'est un atome de l'aldéhyde qui probablement a subi une augmentation du nombre d'oxydation. Le carbone, monsieur, Quel carbone? il contient le groupement fonctionnel. Monsieur, Oui, oui. monsieur, le carbone qui contient le groupement fonctionnel. Le carbone qui contient le groupement fonctionnel. Donc, quelle est la variation du nombre d'oxydation? Est-ce qu'il passe de temps à temps? Je vous écoute. Quelle est la variation du nombre d'oxydation du carbone qui est oxydé? -1 à 0. -20 à 0. -1 à 0. OK? Eh bien, regardez pour nous. Le carbone, il est lié à hydrogène, oxygène. Donc, si on donne oxygène 2 électrons, carbone a +2. Donc, si carbone prend électron hydrogène, non, ça fait
moins 1. Donc, moins 1 plus 2 égale à combien? Ça donne plus 1. Donc, le carbone fonctionnel de l'aldéhyde a un nombre d'oxydation qui est égal à plus 1. Et qu'en est-il du carbone fonctionnel de l'acide carboxylique? Carbone fonctionnel de l'acide carboxylique, c'est combien? Plus 3. C'est plus 3, oui. Très bien. Donc, c'est plus 3. Donc, on passe de plus 1 à plus 3. Donc, plus 1 à plus 3. Vous voyez, la différence, c'est combien? N'a pas bien facile, oui. N'a pas ça bien facile. Non, et réaction d'oxydation. Réaction d'oxydation, combien d'électrons? Combien d'électrons qui te cédé dans la réaction d'oxydation? 2. 2 électrons, mais 2 électrons, c'est la différence de nombre d'oxydation entre le réducteur et l'oxydant. C'est bon, on dit entre réducteur 1 et oxydant 2. C'est entre le nombre d'oxydation, c'est le nombre d'électrons et mis en jeu dans la réaction d'oxydation. Donc, si nous faisons différence, c'est plus 3 moins 1, donc ça donne plus 2. OK? Donc, oui, ça nous dit plus 3 moins 1, c'est parce que si nous déplaçons un à gauche, nous voyons à droite, donc la veine négative. Et puis en bas, nous avons 7 d'un côté, nous avons plus 2, plus 7, plus 2. Ouais, différence, c'est 5. Donc, c'est 5 électrons qui te mettent en jeu dans la réaction de réduction. Voilà, effectivement, cette réaction, c'est une réaction d'oxydoréduction. Voilà. Merci, Léry. OK, maintenant, nous poursuivons avec les réactions des aldéhydes. Alors, on a déjà commencé avec l'oxydation. Maintenant, nous allons parler des réactions des nucléophiles. Parce qu'on a déjà introduit cette partie, on a déjà commencé avec... donc, non, on n'a pas encore. Alors, on l'avait semaine dernière expliqué que les composés carbonylés se subdivisent en 2 catégories. Donc, vous avez les aldéhydes et les cétones de côté. Vous avez les acides carboxyliques et leurs dérivés de l'autre côté. Donc maintenant, qu'est-ce qui différencie ces 2 groupes sur le plan de la réactivité? C'est que les aldéhydes et les cétones donnent essentiellement des réactions de et des réactions d'addition nucléophile. Addition nucléophile, c'est-à-dire, donc on peut fixer et greffer un nucléophile sur ces molécules. Donc, n'oubliez pas que le nucléophile, c'est soit une espèce chimique qui est chargée ou bien une espèce qui possède des doubles non liants. Maintenant, si l'on doit fixer, additionner, ajouter un nucléophile sur les aldéhydes et les cétones, mais il doit y avoir et dans les aldéhydes et les cétones un site électrophile donc prêt à interagir avec la charge négative ou l'excédent électronique du nucléophile. Alors que l'autre groupe qui renferme les acides carboxyliques et leurs dérivés, donc eux, ils donnent préférentiellement des réactions de substitution nucléophile. Pourquoi? C'est parce que donc, il y a un groupement, le groupement qui est lié au groupement acyle, le groupement qui est lié au carbone. Il y a un groupement qui est lié au carbone fonctionnel qui peut jouer le rôle de groupement partant. Alors que dans les aldéhydes et les cétones,
du fait de la non-polarité de la liaison entre le carbone fonctionnel et l'hydrogène pour l'aldéhyde, entre le carbone fonctionnel et le groupement R pour les cétones, du fait de la non-polarité de cette liaison, et ces groupements ne peuvent pas jouer et le rôle de groupement partant. Donc, du coup, les aldéhydes et les cétones donnent des réactions d'addition nucléophile, ok, et les acides carboxyliques et leurs dérivés donnent des réactions de substitution nucléophile. Donc, nous allons voir quels sont les différents types de nucléophiles qui peuvent réagir avec les aldéhydes et les cétones et quels sont les produits qui résultent donc de ces réactions. Alors, on dit ici que la réaction la plus courante des aldéhydes et des cétones est la réaction d'addition nucléophile. OK, mais qu'implique cette réaction? Donc, cette réaction implique donc l'action d'un nucléophile. Donc, le nucléophile, c'est une espèce chimique qui peut être soit chargée, comme par exemple OH-, N2-, ou encore CN-, OK, ou encore un carbanion, ou encore l'ion hydreux. Donc, ce sont des nucléophiles. Ou encore, c'est une espèce chimique qui possède des doublets non liants, comme les alcools, l'eau, l'ammoniac, les amines. Donc, ce sont des nucléophiles parce que dans ces molécules, il y a un atome qui possède un ou plusieurs doublets non liants. Est-ce que tout le monde m'entend très bien? Oui. Ok, moi, ça me pas comprendre. Et vous êtes presque une centaine. Bon, on ne va dire centaine, peut-être que vous êtes autour de 80. Bon, et il est vrai qu'on fait face à une situation difficile, mais avoir 10 étudiants à suivre un cours, même si après vous aurez la vidéo, donc je me demande s'il n'y a pas un manque d'intérêt et un grand manque d'intérêt chez vous pour, je ne sais pas, peut-être pour le cours de chimie organique ou du moins pour tout simplement et pour les cours. Non, Pas même 10 étudiants et laissez-moi voir. Moi-même, moi, compter dans la liste mon équipe présent là, c'est peut-être 9. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, que, il y a une petite amélioration de la situation. Donc, les jours passés, il y avait de la pluie qui altère le signal. Et maintenant, ça commence à se rétablir. Donc, je m'attendais à avoir beaucoup plus d'étudiants à être branchés pour suivre le cours. Oui, oui, il y a quelqu'un qui voudrait intervenir. ok. Et c'est pas intérêt qui pas gain, non, monsieur Antoine. Gain yon difficulté, majorité étudiants yo aller en province, ça vient fait que yo pas gain signal pour yo capable suivre quoi. Et gain l'autre encore tout qui rete Carrefour et gain difficulté dans zone ça yo vient fait que yo pas trop capable pour yo suivre quoi. C'est plus monde qui dans zone Delma yo qui capable suivre quoi avec zone là yo qui contingent au moins mais l'autre zone yo pas trop OK avec gain difficulté internet capable de tomber qui fait que majorité n'a yo pas là. OK, très bien. Merci. De toute façon, il y a bien une vidéo pour l'après, donc nous espérons que les recevoir lien YouTube là, donc après le souhait pour y aller regarder, parce que on ne pourra pas revenir à chaque instant. Très bien, merci pour cette précision. Oui, donc nous avons ici plusieurs nucléophiles. Donc nous avons l'ion OH-, l'ion hydroxyle, c'est un nucléophile, l'ion hydreux. Mais ce qu'il faut savoir, ici on a mis l'ion hydreux comme nucléophile. Tel qu'il est, l'ion hydreux, ce n'est pas un bon nucléophile. Donc là, H-, c'est pas même un nucléophile. Là, nous bien comprendre ça, m'a dire. H- tel quel, d'ailleurs, H- tel quel existait en milieu
exister en milieu aqueux, donc c'est pas évident. Donc maintenant, yon hydrure, c'est un nucléophile moyennant que lié avec un autre élément qui est capable de bailler yon hydrure là. Donc si nous songeons à Li, AlBH4. Al et BH4 ou encore AlBH4. Non, ALH4, nous avons BH4, ok, qui sont des fournisseurs d'ion hydrure. Donc maintenant, ion hydrure. Alors, qu'est-ce qui caractérise le nucléophile? Ou encore, qu'est-ce qui caractérise la nucléophilie? Qu'est-ce qui caractérise la nucléophilie? Nous sommes capables de parler de force sur nucléophile. Nucléophile, là, c'est capacité que gagne pour partager un doublet avec yon espèce chimique qui gagne un déficit électronique ou encore qui gagne un case vide. OK? Maintenant, capacité de partage, ça, liée à ce qu'on appelle la polarisabilité du nuage électronique. La polarisabilité, c'est la capacité du nuage électronique à être déformé. Donc maintenant, plus le rayon atomique est grand, donc c'est plus le nuage électronique est déformable, c'est plus le nuage électronique est polarisable. Maintenant, polarisabilité liée à la capacité du nuage électronique à être déformé, liée au nombre de couches. Donc, plus le nombre de couches électroniques est élevé, donc c'est plus et le nuage électronique est polarisable. Donc, combien couches électroniques qui gagnent dans un hydrure? Une seule couche électronique. Donc maintenant, le fait qu'il y ait une seule couche électronique, le doublet d'électrons qu'on trouve dans l'ion hydrure est tellement proche du noyau donc qu'il est fortement maintenu et non disponible pour être partagé avec un électrophile. Donc, plus le doublet est proche du noyau, plus il est fortement retenu, moins il est disponible pour être partagé. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, bon électrophilio, c'est ça qui gagne, bon nucléophilio, c'est les espèces chimiques qui gagnent des doublets et plus ou moins éloignés du noyau, donc qui capable, mais qui faiblement retenu par le noyau et qui du coup viennent plus disponibles pour être partagés avec un électrophile. Donc là, même si on met l'ion hydrure comme nucléophile, mais l'ion hydrure isolé par un nucléophile, c'est une base forte. C'est une base forte. Nous songez bien, et en première année, on avait comparé la basicité et la nucléophilie de ces espèces chimiques parce que il y a à la fois base et nucléophile. Donc, il y a qui base forte, nucléophile faible, il y a qui nucléophile fort et base faible. Donc, c'est de ça qu'on parle. Donc, nous avons les carbanions, RC-, nous avons l'eau, okay? Nous avons l'ammoniac et les alcools, ce sont des nucléophiles. Okay? Il y a qui faible, il y a qui fort. Et ensuite, voilà, le composé dont j'ai parlé, il est là, NaBH4, ok, NaBH4. OK, NaBH4. Donc, NaBH4, c'est un fournisseur d'ion hydrure. OK, mais ion hydrure isolé pour col, donc, c'est en base forte, mais c'est un très, très mauvais nucléophile. Donc, nous avons, en fait, la réduction de cétone ou de aldéhyde par BH4- est simplement une réaction d'addition nucléophile de l'ion H-. Alors, voici une représentation de la réaction d'addition nucléophile. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Qu'est-ce qu'on a remarqué? Donc, première remarque qu'il faut faire, c'est que nous avons la fonction ici, cet atome de carbone, le carbone fonctionnel dans
et l'aldéhyde ou bien de l'acétone a une géométrie trigonale plane. Donc là, je pense que tout le monde a une géométrie trigonale plane, non? Donc cela signifie que ce carbone fonctionnel est hybridé sp2. Donc maintenant, cet atome de carbone de l'autre côté, donc il est en géométrie tétraédrique. Donc ça, c'est première modification, nous sommes capables de dire la géométrie qui montre nous que il y a une réaction. Est-ce que nous comprenons? Donc ça, c'est le premier indice qui montre qu'il y a une réaction, c'est parce que il là une modification géométrique. Donc nous avons un carbone fonctionnel qui passe d'une géométrie trigonale plane ou encore triangulaire à une géométrie tétraédrique. Deuxième modification, c'est que nous avons gagné une double liaison, le groupement carbonyl, et puis on a remarqué l'oxygène était seul, donc on a remarqué que l'oxygène est lié avec OH et puis avec le carbone, il est lié avec une 7 liaison. Donc ça montre effectivement qu'il y a une réaction. Mais le constat qui est plus important, c'est que nous avons un nucléophile Ne- qui vient ajouter ce carbone fonctionnel là. Donc maintenant, le fait que le nucléophile est chargé et négativement, cela signifie que carbone et fonctionnel, ça, il a un caractère positif. Oui, effectivement, il a un caractère positif parce que il est lié à l'oxygène. L'oxygène est plus électronégatif. L'oxygène attire le doublet. Donc, cette attraction crée un pôle négatif sur l'oxygène et un pôle positif sur le carbone. Donc, le caractère positif du carbone donc, permet effectivement qu'il est capable de faire une liaison avec le nucléophile qui est même chargé négativement. Donc, la charge négative indique que le nucléophile a un électron en plus, un électron excédentaire. Donc, c'est cet électron qu'il va le partager avec carbone qui peut le permettre qu'il fasse liaison, d'accord, avec carbone. Maintenant, qu'est-ce qu'on a remarqué, c'est que suite à l'attaque du carbone fonctionnel de l'aldéhyde ou encore de l'acétone, on est à gauche. Donc, il y a une délocalisation. Parce que si pas une délocalisation du doublet pi sur l'oxygène, carbone t'a supposé gagner 5 liaisons. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué à droite? C'est 4 liaisons. Donc, si il y a 4 liaisons, cela signifie que le doublet pi entre carbone et oxygène s'est délocalisé sur oxygène. Et cette délocalisation, donc, résultat, conséquence, c'est que il y a une charge négative sur l'oxygène parce que l'oxygène passait de 2 doublets non liants à 3 doublets non liants. Donc, même si nous parlons, tout le monde sait que l'oxygène, quand il est neutre, il y a 2 doublets et non liants. Quand il est négatif, il y a 3 doublets non liants. Quand il est positif, il y a un seul doublet non liant. Donc maintenant, en vert, qu'est-ce qu'on a? On a l'ion hydronium. Donc l'ion hydronium, ici, si on a regardé alcool là, nous voyons que dans l'alcool, l'oxygène, la fonction alcool, il y a un oxygène qui est rouge. Oxygène, ça provient de l'aldéhyde ou bien de l'acétone. Maintenant, il y a un hydrogène qui est vert. OK? C'est parce que dans une étape de cette réaction, on obtient un alcoolate. Et qu'est-ce qu'on fait pour transformer l'alcoolate en alcool? C'est une hydrolyse acide. Donc, l'hydrogène provient de H3+, donc qui est protoné, oxygène qui est chargé négativement. Voilà. Donc, en gros, et ça, on dit là, moi, c'est tout ça que je vais expliquer là. Voilà. Et bon, voilà, maintenant, ça, c'est l'explication là. Donc, moi, c'est que nous, et donc, toute l'explication que nous avons besoin pour nous, qui est nécessaire à la compréhension et des mécanismes réactionnels. Alors, ici, nous avons une classification de réactions. Donc, nous avons des réactions d'addition nucléophile irréversibles. Nous avons des réactions d'addition nucléophile réversible. Donc, je vous ai envoyé le fichier via la responsable académique. Donc, merci que nous te recevoir. Oui, monsieur. Très bien. Un instant.
OK? Oui, donc nous avons des réactions d'addition nucléophile irréversibles avec les nucléophiles, avec les réactifs de Grignard, et au moins avec LIALH4 ou encore NADH4 qui sont des fournisseurs d'ions hydreux, avec éthényl métallique, éthényl métallique, et puis on a des réactions d'addition nucléophile réversibles avec CN-, avec les alcools, et puis avec une solution aqueuse hydrogénosulfate de sodium. OK, maintenant, on regarde les mécanismes capables les mécanismes réactionnels dépendent de la force des nucléophiles. Donc, comme on l'a dit souvent, il existe des nucléophiles forts, des nucléophiles faibles. Exemple de nucléophiles forts, par exemple, c'est OH-, c'est ion amidure, c'est des nucléophiles forts. Par exemple, les alcoolates, ce sont des nucléophiles forts. Mais par contre, les alcools sont des nucléophiles faibles. L'eau, c'est un nucléophile faible. OH-, c'est un nucléophile fort. OK? OH-, c'est un nucléophile fort. Donc, R-, c'est une base forte, alors que les alcools sont des bases faibles. OK, si le nucléophile est fort, qui ça fait? Nous allons nous dire une différence ouais, entre ces deux mécanismes réactionnels. Quelle différence qu'on fait entre ces deux mécanismes réactionnels? Je vous écoute. Quelle différence qu'on établit entre ces deux mécanismes réactionnels? Monsieur, monsieur, Oui, oui. est-ce que m'a dit pour les nucléophiles faibles et équation réversible, parce que non, les folies pas réversible. Ah oui, ça, c'est une très belle remarque. Très belle remarque. Donc, quand le nucléophile est fort, la réaction est Ouais. réversible ou irréversible? Non, irréversible. Irréversible, et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Les flèches. Très bien, bravo. Donc, c'est fléchieux, effectivement. Donc, fléchieux montrer qu'avec un nucléophile fort, donc la réaction est irréversible. Avec un nucléophile faible, la réaction est réversible. Maintenant, il y a une autre remarque très importante à faire, c'est quoi? L'autre remarque, là, qui ça vient? Je vous écoute. Monsieur, est-ce que m'baka di nucléophile yo pa réagi même jan? Oui, oui, expliquez-nous. Oui, c'est différence qu'il y a dans la réactivité nucléophile. Ok, lè kom si nucléophile nan fort lan,
ou après que nucléophile nan li partage électron ensemble avec atome de carbone nan, pour capable former liaison, alors que et l'aile faible là, il toujours partagé, mais nombre d'électrons sur oxygène yo différent. On va parler de quel oxygène là? Première réaction, les nucléophiles là, ils partagent ensemble avec électron à carbone là, ils forment liaison. N'a regardé nombre d'électrons qui sont oxygène dans première réaction en l'air, les différents de Dans un premier temps, moins oxygène n'a de double non liant. Dans un second temps, il y a trois double non liant. Après ça, dans la deuxième réaction, nous regardons nous ouais comme si et oxygène n'a pas le partager et une liaison ensemble avec hydrogène là. Alors que Ok. dans le premier temps, il va partager dans l'air. Très bien. Alors, en réalité, c'est quoi? C'est ce qu'il faut remarquer, c'est que avec le nucléophile fort, en plus de remarquer l'irrité faite à l'heure qui est pertinente, c'est que avec le nucléophile fort, la réaction est irréversible. Avec le nucléophile faible, la réaction est réversible. Maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est que avec un nucléophile fort, le nucléophile fort attaque directement le carbone fonctionnel sans l'appui, le support des catalyseurs. Donc, le fait que c'est un nucléophile fort, donc, vitesse réaction, réaction faite est normale, sans pas besoin de catalyseurs. Est-ce que vous voyez? Donc là, le nucléophile attaque directement le carbone fonctionnel. Le nucléophile attaque le carbone fonctionnel, là, qu'est-ce qui passe? Pour que le carbone capable toujours tétravalent, pour que la tétravalence du carbone soit respectée, il y a délocalisation du doublet pi sur l'oxygène. Donc, on a bien montré que ici, l'oxygène gagne deux doublets non liants. Est-ce que nous voyons? Donc, l'oxygène a deux doublets non liants. Maintenant, ici, l'oxygène a trois doublets non liants. Donc, cela signifie que le doublet pi s'est délocalisé sur l'oxygène. Donc, cette délocalisation sur l'oxygène augmente son nombre d'électrons de valence. Il passe de 6 à 7. Donc, les gagnants électrons en plus. Donc, ça qui fait qu'il y a une charge positive. Donc, maintenant, cette délocalisation, ça, donc, il permet le respect de la tétravalence du carbone. Donc, pas oublier que R et R', ils ne sont pas capables de jouer le rôle de groupement partant parce que la liaison R-C, R', c'est des liaisons apolaires. Donc, liaison, ça ne va pas capable de briser pour que le carbone soit capable de tétravalent, non. Donc, tétravalence, là, c'est va respecter suite à la délocalisation de l'oubli sur l'oxygène. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, m'explique que nous récusons là. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un ion alcoolate. Donc, quand vous avez un ion alcoolate, donc pour transformer en alcool qui sont faits, vous faites une hydrolyse acide. Donc, hydrolyse acide, donc, vous mettez ion alcoolate là, qui c'est une base forte. OK? L'ion alcoolate, c'est une base forte. Donc, vous mettez le au milieu acide. Et puis, acide qui ça l'a fait, la protoné oxygène négatif là, effectivement, vous voyez. Donc là, prend un proton, donc sur un hydronium, donc ça vient au alcool et puis avec l'eau. Donc ça, c'est le mécanisme réactionnel de l'addition nucléophile avec un nucléophile fort. Maintenant, s'il s'agit d'un nucléophile faible, à ce moment, donc réaction capable de faire sans nucléophile, sans catalyseur, mais là, extrêmement lente. Donc, si vous avez besoin de réaction faite beaucoup plus rapide, et il faut rappeler que le rôle du catalyseur, c'est d'augmenter la vitesse de la réaction sans altérer l'équilibre, la position de l'équilibre, OK? La position de l'équilibre. Donc, le catalyseur augmente la vitesse, donc sans en altérer la position de l'équilibre. Donc là, on a dû recourir à un acide, OK, comme catalyseur donc, pour activer la fonction carbonyle parce qu'on a un nucléophile faible.
si on a un nucléophile faible, donc il faut aider donc, le nucléophile en ajoutant dans le milieu un catalyseur acide. Donc, le catalyseur acide, c'est un fournisseur de protons. Donc, H+ va réagir avec l'oxygène et du groupement carbonyle. Donc, nous là. Donc, H est en bleu. Donc, l'oxygène du groupement carbonyle attaque l'hydrogène et de l'acide. Donc, ça qui vient de nous OH. OK? OH, maintenant, pas oublier que l'hydrogène, il peut aller sans électron. S'il peut aller sans électron, il peut aller en tant que proton. Donc, c'est l'oxygène qui peut le partager en double ensemble avec elle. Donc, la charge positive, nous, sur l'oxygène, il indique que l'oxygène prend un double lieu que le partage avec proton. Donc, c'est tout à l'heure à moi dire que quand l'oxygène est neutre, les gains de double en lien. Quand l'oxygène est neutre, voici l'oxygène est neutre, les gains de double en lien. Quand l'oxygène a une charge, est chargé négativement, il y a 3 doubles en lien. Et ici, quand l'oxygène est chargé positivement, il y a un seul double en lien. Donc, dans quel cas que le capable de un seul double en lien, c'est s'il prend un double que le partage avec un proton ou avec n'importe quel électrophile. Dans quel cas, le capable de 3 doubles non liants, c'est quand il accepte un doublet, il était en 2 doubles non liants et puis il vient accepter un troisième. Donc, ça fait 3 doubles non liants. OK? Donc là, donc l'oxygène, il y a 2 doubles non liants, il réagit avec le proton. Donc, il attaque le proton, c'est une attaque nucléophile, ou encore si vous voulez une réaction acide basique. Donc, il capte le proton. Donc, comme le proton vient avec 2 mains vides, mais il dit pas de problème, comme c'est moi-même qui le cherche, et bien, je prends un double que je vais partager avant. Donc, moi, je perds un électron, pas de problème parce que moi, je le cherche. Donc, maintenant, il partage l'oubli ensemble avec elle, il perd un grain électron, il vient une charge positive. Avantage de l'oxygène gain, étant donné qu'il est plus électronégatif que carbone, on a le râler double pire, il parle de carbone, on regrette ça pour des double baili, comme moi-même avant, nous partageons un double puis je prends le parce que le plus bon n'est pas ça, pour capable de compenser et charge positive que moi gagne. Donc, du coup, carbone là, il vient très électropositif. Donc, le fait que le caractère positif carbone vient augmenter là, donc ça vient permettre réaction ou en fait beaucoup plus rapidement. Est-ce que vous comprenez? Donc, réaction vient faite beaucoup plus rapidement. Donc, maintenant, ça pour nous comprendre dans deux réactions, c'est que nous gagnons même réactif. Cétone, 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 cétone. Donc, dans cétone, cétone, carbone en bleu ou un carbone fonctionnel, il y a même réactivité, mais la différence, c'est au niveau des nucléophiles. Donc, on a un nucléophile fort qui a fait une attaque. Et l'attaque nucléophile a fait beaucoup plus vite. On a un nucléophile faible, donc l'attaque là a fait moins vite. Et ce qu'il faut contrôler aussi, c'est la base conjuguée qui peut dériver de l'acide que nous utilisons comme catalyseur. Donc, il faut éviter que base conjuguée ça, c'est pas un nucléophile qui est plus fort que le nucléophile qu'on a utilisé. Parce que si c'est un nucléophile qui est plus fort, mais c'est le même qui a attaqué cétone, et le nucléophile nous voulu attaquer cétone, même la prêté là comme spectateur. Donc là, qu'est-ce qu'on dit en bas? Les nucléophiles faibles, en l'absence d'acide comme catalyseur, peuvent réagir avec le groupement carbonyl des aldehydes et des cétones, mais les réactions sont alors très lentes. Donc, s'il n'y a pas de catalyseur, réaction possible, mais par contre, réaction très lente, parce que nucléophile faible, donc vitesse d'attaque. Des questions par rapport à l'explication sur le bail? Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Antoine, donc si toutefois que dans deuxième réaction, réaction nucléophile faible, catalyseur que m'ta pral utiliser, si m'pas utiliser et H, moi si m'te utiliser H3+, qu'on y a là et li t'a vinn bon un nucléophile qui est très fort, qu'on y a nucléophile fort ça, li pas tap capable et aller et l'autre nucléophile que m'gagne pas tap capable et déplacer, c'est nucléophile fort qui tap capable déplacer, c'est pas ça? Oui, c'est ça.
Et justement, là, par exemple, vous utilisez un acide comme catalyseur. Acide dans pour dissocier. Lorsqu'il y a acide dans dissocier, la dissocier en. Si on prend par exemple, qui ça ne prendre? On prend par exemple H2SO4 ou bien on prend HCl. Voilà, nous prenons HCl. Donc HCl, Oui. c'est un acide. Donc si vous mettez HCl dans le milieu 1, vous mettez HCl dans le milieu 1 dans l'eau, donc il est dissocié, il va le ballon H3 plus avec Cl moins. Donc maintenant, et on va dire dans l'eau, on nous prend par exemple l'oxygène du groupe carbonyle, il va réagir avec l'hydrogène du HCl, et puis Cl- va le libérer. Mais Cl- c'est ça Cl-, Cl- c'est un nucléophile qui est dérivé de catalyseur. Mais par contre, nous avons l'autre nucléophile que nous avons besoin de faire réagir avec, et c'est étonnant. Donc, si le nucléophile que nous jouons à partir des catalyseurs est plus fort que le nucléophile que initialement nous souhaitons faire réagir, mais c'est le nucléophile qui provient du catalyseur qui a réagi parce que le plus fort. Donc, leur faire réaction ça, il faut s'assurer que vous utilisez un acide qui a un nucléophile qui pas pral et empêcher et qui pas pral nuire réaction. Donc ça c'est un aspect très important à contrôler. OK? Donc là encore, c'est le mécanisme réactionnel qu'on est en train d'expliquer. Donc, est-ce que vous voyez bien? Donc ici, est-ce que nous voyons le curseur là? Est-ce que vous voyez le curseur? Oui. Très bien. Donc, nucléophile, ici c'est une attaque nucléophile. Donc, nous voyons bien, nucléophile, il attaque carbone fonctionnel, carbone fonctionnel, là, a un caractère positif. Donc, suite à cette attaque, ça gagne une délocalisation du double pi vers l'oxygène. Donc, délocalisation, ça, c'est les mêmes qui peuvent permettre carbone toujours être tétravalent. Donc, pas bien que le carbone est tétravalent. Donc, voici l'intermédiaire tétrahydrique obtenu, c'est un alcoolate. OK, c'est un alcoolate. Maintenant, pour transformer l'alcoolate en alcool, il suffit de faire l'hydrolyse acide de cette espèce chimique, donc qui parle banon, le produit définitif ici, donc qui fait un alcool et puis de l'eau. Donc ça, c'est un premier mécanisme réactionnel. Est-ce que l'autre? Non, bon. Bah, quoi, c'est mécanisme réactionnel là. Et là, on n'a pas tenu compte des nucléophiles forts et des nucléophiles faibles. OK, qu'est-ce qu'on dit encore? Pour des raisons stériques. Donc, stérique fait référence à quoi? Stérique fait référence à quoi? On parle de gène stérique, encombrement stérique. Donc, stérique fait référence à l'espace. OK? Donc, quand on parle d'encombrement stérique, c'est-à-dire c'est des molécules, par exemple, qui encombrent le site actif, ou du moins qui bloquent l'accès à un site dans une molécule. Donc, quand on parle d'encombrement stérique, OK, quand on parle d'encombrement stérique, donc on ça veut dire encombré. Là, on encombré, c'est-à-dire que on chargé avec Bataclan. Et si vous dites par exemple la caille ou encombré, c'est ou bien un paquet pour la caille ou un paquet de bagailles, tu comprends? Vous comprenez? Donc c'est ça. Donc maintenant, l'encombrement stérique, c'est l'ensemble de groupes d'atomes qui autour de un site et qui empêchent accès à ce site. Donc on dit encombrement stérique ou bien gène stérique. Maintenant, nous disons entre le carbone fonctionnel d'un aldéhyde et le carbone fonctionnel d'une cétone. Si nous prenons par exemple acétone avec éthanol, carbone fonctionnel éthanol avec carbone fonctionnel acétone, qui est-ce qui est plus accessible?
Si nous avons un nucléophile qui n'a fait réagir avec nous, qui est-ce qui a une réaction qui est plus rapide? Alors, première question, je vais me poser la première question. Qui est-ce en deux groupements fonctionnels qui est plus accessible? Ensuite, qui est-ce qui a une réaction qui est plus rapide? Avec un nucléophile. Donc, le carbone du groupement fonctionnel et le carbone fonctionnel de l'acétone est plus accessible que le carbone fonctionnel de l'aldéhyde. Est-ce que c'est ça que vous veut dire? Oui, parce qu'il est plus polarisable. Non, c'est pas ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, qui ça, carbone fonctionnel, avec qui ça, et carbone fonctionnel, yon aldéhyde lié. On pas besoin de tenir compte de l'oxygène. Oxygène n'a pas la donne. Qui ça qui est lié avec carbone fonctionnel, yon aldéhyde? Qui groupement? Qui atome? Hydrogène, ensuite. Hydrogène, ensuite. Le groupement alkyle. Le groupement alkyle. Très bien, c'est RCHO. Donc, si l'on ne tient compte pas de l'oxygène, donc c'est R de côté, H de côté. Et qu'en est-il d'une cétone? De groupement alkyle. De groupement alkyle. On a comparé hydrogène avec R. Hydrogène avec R, qui est ce qui est plus gros? Bon, groupement R qui est plus simple. Groupement R qui est plus simple, qui ça l'est? Hydrogène. Non, groupement R qui est plus simple, qui ça l'est? Groupement alkyle qui est plus simple, qui ça lui représente par quoi? Le groupement alkyle le plus simple. CH3. CH3. Donc, on a là, on comparé CH3, on comparé ou encore grosseur, dimension CH3 avec H. Qui est qui est plus gros? CH3. CH3 plus gros. Donc, si CH3 plus gros, CH3 a provoqué un plus grand encombrement stérique que l'hydrogène. Cela veut dire quoi? Si vous avez un carbone fonctionnel qui est lié de part et d'autre à des groupements alkyles, et puis vous avez un autre carbone fonctionnel qui est lié à gauche avec un groupement alkyle, à droite avec un hydrogène, qui côté gagne moins encombrement stérique? Qui carbone fonctionnel qui est moins encombré? Carbone qui gagne hydrogène. Carbone qui gagne hydrogène, non. C'est lui-même qui est moins encombré. C'est comme si nous avons c'est un garçon qu'on mettait campé. À gauche, li, ou gagne un sexy. À droite, li, ou gagne un obèse, 200, 300 kilos. Et puis, ou gagne l'autre garçon qu'on mettait campé. Et puis, à gauche, à droite, ou gagne un obèse, 200 kilos. En sérieux. Là, donc, c'est-à-dire que donc, l'heure où entouré et d'atomes qui pas trop gros, donc, ou gagne moins encombrement stérique. Et ça, ne pas imaginer ça, il gagne un rôle important dans l'attaque nucléophile. Parce que si le site électrophile est encombré, donc encombrement ça, il va ralentir l'attaque là. Il va ralentir l'attaque là. Et c'est ça tout, oui, qui fait que là, nous avons parlé de quoi encore? Et c'est en première année, nous avons parlé de réaction et d'ordre 1, réaction d'ordre 2. C'est-à-dire que le ou gagne yon halogénoalcane. L'on par exemple yon halogénoalcane tertiaire. OK, ou halogénoalcane tertiaire, c'est-à-dire que le carbone alpha ou encore le carbone qui est lié au chlore, si par exemple chlore comme halogène. Donc, carbone, ça est lié avec trois autres carbones. Donc, le carbone fonctionnel de yon halogénoalcane tertiaire, il est très encombré parce qu'il est lié avec trois groupements R.
Donc maintenant, si vous avez un nucléophile qui a attaqué carbone, ça, la difficile pour l'attaquer parce qu'elle est bien entourée avec sécurité. Nous pas ouais Messi avec son agent de sécurité. Donc ça veut dire que ouais là les bien pas de monde qui arrive sur Messi tellement imposant, tellement il fait peur. Pourquoi pas par exemple si vous avez un Walcan, ou un logis Walcan primaire, CH3CL. Nous pas ouais CH3CL est beaucoup plus accessible que sous tes gagnants CH3 et CH3, CH3 et puis CL. Donc, plus ou entouré avec groupement R, et c'est plus ou inaccessible, c'est plus ou encombré. Donc, ça joue un rôle important dans la réactivité des cétones et des aldéhydes. Et c'est ça qu'on expliqué nous là. Donc, on dit pour des raisons stériques, les aldéhydes sont généralement plus réactifs que les cétones dans les réactions d'addition nucléophile. Donc ça, il y a une raison qui fait que l'aldéhyde est plus réactif que les cétones. C'est première raison, c'est une raison stérique. Donc on dit que les aldéhydes sont moins encombrés que les cétones et ça facilite l'attaque nucléophile. Donc, le fait que les aldéhydes sont moins encombrés, donc ça facilite l'approche. OK? Nous, c'est approche. Plus ou encombré, c'est plus à des difficultés pour que vous approchiez de vous. Donc, moins soit encombré, et c'est la plus facile pour approcher de vous. Et c'est ça qu'on a expliqué là. Donc, le fait que les aldéhydes sont moins encombrés que les cétones, donc l'approche du carbone fonctionnel est plus facile. Donc, ça facilite la réaction, ça augmente la vitesse de la réaction aussi. La présence de deux substituants relativement volumineux dans les cétones R', contre seulement un dans les aldéhydes signifie que les nucléophiles peuvent s'approcher des aldéhydes plus facilement. Voilà, et ça nous a expliqué. Donc, j'espère que nous bien comprendre et ça nous expliquer là. Maintenant, l'autre, j'ai écrit ici, il y a une autre raison qui fait que les aldéhydes sont plus réactifs que les cétones. Il y a une autre raison qui fait que les aldéhydes sont plus réactifs que les cétones. Est-ce que il y a un dans nous qui est capable de dire qui est notre raison ça? Une autre raison qui fait que les aldéhydes sont plus réactifs que les cétones. Effet inductif. Même pas nous pour l'effet inductif. L'effet inductif. Donc, il y a deux raisons. La première raison, c'est l'effet stérique. Deuxième raison, c'est l'effet inductif. Je vous écoute. Maintenant, nous, est-ce que nous avons une autre raison qui fait que l'aldéhyde est plus réactif que les cétones? C'est l'effet inductif. Donc, dis en quoi et côté effet inductif là est là. Est-ce que nous avons effet inductif là? Je vous écoute. Est-ce que vous êtes là? Et monsieur, est-ce que nous pas cap dire c'est parce que comme si nous connaissons que groupe molécule et yo te rapport ensemble avec effet inductif donneur et attracteur yo, et cétone yo même yo gen deux alors que aldéhyde dans lui-même li gen un seul. Est-ce que nous pas cap Justement, c'est ça. C'est ça. Bravo. Il faut savoir que
la réactivité des aldéhydes et des cétones est liée au caractère positif du carbone fonctionnel. Donc, le carbone fonctionnel a un caractère positif parce que la liaison CO, c'est une liaison polaire. Donc, si la liaison est polaire, c'est qu'il y a un dipôle, un pôle négatif sur l'oxygène, un pôle positif sur le carbone. Donc, maintenant, la réactivité des aldéhydes et des cétones dépend en grande partie de cette polarité, du caractère positif du carbone. Maintenant, le caractère positif du carbone peut être augmenté ou diminué en fonction des groupements liés à cet atome de carbone. Donc, si vous avez, nous songez bien en première année, on dit que les groupements électrodonneurs, stabilisent ou déstabilisent les carbocations. Choisis-moi, non, stabilisent ou déstabilisent. Stabilise les carbocations, déstabilise les carbanions. Justement, les groupements électrodonneurs, comme les groupements alkyles, qui ça fait, ils déstabiliser. Déstabiliser, hein, si ça veut dire augmenter la réactivité ou bien diminuer la réactivité. Non, les groupements électrodonneurs stabilisent. Très bien. Stabiliser, hein, si ça veut dire augmenter la réactivité ou bien diminuer la réactivité. Et puis stabiliser, et M. Antoine, pas la réactive, non? Stabiliser veut dire que réactivité a diminué. Pas bien dire la stabilité, li rime, li marche, li en relation avec la réactivité. Donc, si le carbocation est stabilisé, ça veut dire que le caractère positif a diminué, donc réactivité diminue. Donc, maintenant, regardez, on s'étonne combien de groupes alkyles il y a deux. Donc, il y a deux groupes alkyles qui a repoussé les électrons vers le carbone positif. Donc, ces groupes alkyles qui ça fait, ils ont stabilisé carbone et fonctionnel et cétone. Donc, si ils stabilisent, c'est-à-dire que la réactivité diminue. Maintenant, dans les aldéhydes, combien de groupes alkyles nous avons? Nous avons un seul. Est-ce que nous comprenons? Donc, plus vous avez de groupes alkyles, donc c'est plus soit stabilisé et c'est moins soit réactif. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, il y a deux raisons qui expliquent que les aldéhydes sont plus réactifs que les cétones. D'abord, c'est une raison stérique, c'est l'encombrement stérique. Donc, le carbone fonctionnel des cétones sont plus encombrés stériquement. OK? Et aussi, le carbone fonctionnel des cétones, donc, ont un caractère positif inférieur au carbone fonctionnel des aldéhydes, ou encore on peut dire que le carbone positif des cétones sont moins réactifs que celui des aldéhydes, parce que le carbone fonctionnel des cétones sont stabilisés par les groupements électrodonneurs que sont les groupements R qui lient avec carbone ça de part et d'autre. Voilà, là, nous avons un exercice d'application, donc nous pas prêter sous les. Maintenant, ça a demandé nous là, quel produit obtiendrez-vous lors de la réaction de l'ion cyanure sur l'acétone, suivi de la protonation de l'intermédiaire réactionnel. En allant, non, réaction ça. Donc, suivre réaction ça que nous là comme modèle. Donc, maintenant, on a bon réaction ça. Donc, maintenant, l'ion cyanure, qui ça dit? Est-ce que c'est un nucléophile fort ou bien un nucléophile faible? Pour ça, et en aller. Donc, maintenant, bon réaction, bon produit réaction ça, et ensuite, oui, produit réaction seulement. Donc, c'est acétone qui réagit avec l'ion cyanure. Donc, ensuite, nous avons un intermédiaire réactionnel qui a protoné et, ou encore qui a subi un hydrolyse acide. Donc, on demande le produit de cette réaction. Donc, nous n'avons pas besoin de mécanisme réactionnel, donc seulement bon produit de réaction. Je vous écoute, je vous attends. Je vous donne 7 minutes. Bon, 3 même. 3 minutes. Donc, les 44, je reviens, 45, je reviens à 48.
Alors, je suis de retour. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme produit? Allô? Est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme produit? CH3, CH3. Symplésion COHCN, Simple liaison, COHCN. Symplésion CH3. Simple liaison, CH3. COHCN. C'est-à-dire, il y a le carbone qui est lié à un groupe alcool, un groupe cyano, et puis CH3 de côté, CH3 de l'autre côté. Oui, c'est ça. Très bien. Merci. OK, nous allons introduire cette partie puisque nous étions en dizaine de minutes encore. Et maintenant, nous allons parler de... Nous poursuivons avec les additions nucléophiles, mais on va voir différents types de nucléophiles. Donc, on va parler d'hydratation. Donc, l'hydratation consiste à additionner l'eau sur un substrat. Donc, l'eau, c'est un nucléophile, donc un nucléophile faible. Donc, maintenant, et en tant que nucléophile faible, donc, pour augmenter la vitesse de la réaction, donc on peut faire appel à un catalyseur acide. Alors, on dit ici, les cétones et les aldéhydes réagissent avec l'eau via une addition de type nucléophile pour conduire au 1,1-diol, dialcool, polyalcool, appelé aussi diol géminé, diol ou hydrate. Donc, la réaction est réversible. Ouais. Donc, donc, si la réaction est réversible, cela signifie que l'eau est un nucléophile fort ou nucléophile faible? Faible. Nucléophile faible. OK? Nucléophile faible. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, ici, c'est la réaction générale, globale. Donc, on obtient un hydrate d'acétone ou bien un diol géminé. Géminé, pourquoi? C'est parce que les deux fonctions alcool sont portées par le même atome de carbone. Donc, si c'était deux carbones voisins et puis chaque pays un groupe alcool, donc on a parlé de diol vicinal. Géminé, c'est quand vous avez deux fonctions alcool portées par le même atome de carbone. Alors, ici, on parle de position de l'équilibre. Donc, qu'est-ce qu'on entend par position de l'équilibre? Donc, puisque on parle de la réaction irréversible, donc, qui flèche nous est utilisée pour réaction ça? Flèche ça, comment dire? Flèche de résonance, flèche d'équilibre, ou qui flèche encore? Flèche ça, qui flèche résonance ou équilibre? Ou flèche réactionnelle? OK, donc il s'agit d'une flèche d'équilibre, donc qui montre que réaction, ça sont réactions qui sont en équilibre. Mais réaction en équilibre, dans parler dit que on a 50% à gauche, on a 50% à droite.
Donc, l'équilibre peut être à gauche ou à droite. OK? L'équilibre peut être à gauche ou à droite. Et quand on dit la position de l'équilibre, donc cela veut dire que si pour cette réaction, quand cette réaction atteint l'équilibre, on doit avoir 70% d'acétone dans le milieu. Donc, quand la réaction a déroulé, donc lorsque 70% acétone atteint, c'est que la réaction atteint son équilibre. OK? La réaction atteint son équilibre. Maintenant, la position de l'équilibre entre les diols géminés et les aldéhydes cétones dépend de la structure du composé carbonylé. Dépend de la structure du composé carbonylé. OK? Maintenant, suivez bien, qu'est-ce qu'on dit? Bien que dans la plupart des cas, l'équilibre est fortement en faveur du composé carbonylé, quand on dit l'équilibre est fortement en faveur du composé carbonylé, cela signifie que vous avez beaucoup plus de acétone dans le milieu par rapport à hydrate d'acétone. OK? Donc, vous avez beaucoup plus d'acétone. Donc, c'est ce qu'on est en train d'expliquer. L'équilibre est fortement en faveur du composé carbonylé, c'est-à-dire donc le pourcentage de composé carbonylé quand la réaction atteint son équilibre est nettement supérieur par rapport au pourcentage d'hydrate d'acétone. OK? Maintenant, dans le cas de quelques aldéhydes, le diol géminé est favorisé. Donc, et quels sont ces aldéhydes? Donc, regardez, par exemple, une solution aqueuse d'acétone est composée de 0,1% de diol géminé et de 99% d'acétone. Ça veut dire que si nous prenons acétone, nous mettons dans de l'eau. Donc, l'acétone, vous le savez bien, est un composé polaire. L'eau, c'est un composé polaire. Donc, si CO2 est polaire, c'est qu'ils marchent ensemble. Donc, mesdames, donc, nous avons acétone dans la caille, nous avons acétone dans la valise. Si nous mélangeons acétone avec de l'eau, là-bas, on mélange homogène. Parce que donc, l'eau a décollé molécule acétone de l'autre. OK? Donc, l'eau va décoller, il va détacher, donc ce qui fait que molécules il va disperser entre les molécules d'eau. Donc, du coup, donc, on va venir un mélange homogène. Donc, maintenant, là, nous mélangeons acétone avec l'eau. Donc, il est capable de réaction que nous voulons, réaction, il est capable de un composé qu'on appelle hydrate d'acétone, un diol géminé. Maintenant, qui pourcentage acétone que nous avons gagné? Mais nous avons gagné 99,9% d'acétone dans le milieu, mais nous avons gagné seulement 0,1%. Donc, l'équilibre est en faveur de l'acétone. Donc là, l'équilibre, la position de l'équilibre, c'est à gauche. OK, est-ce que vous voyez? La position de l'équilibre, c'est à gauche. C'est pas à droite. Voilà ce qu'on appelle la position de l'équilibre, c'est à gauche. OK? Maintenant, dans le cas d'une solution aqueuse de formaldéhyde, l'aldéhyde le plus simple, HCHO, l'aldéhyde le plus simple, c'est HCHO, formaldéhyde au méthanal, en aller. Donc maintenant, les positions équilibrées qui s'allient, les inversées, on va gagner 99% des diols géminés et on va gagner seulement 1% d'aldéhyde. Donc, ouais, donc position de l'équilibre il dépend de la structure du composé carbonylé. Maintenant, qui ça qui est capable d'expliquer, qui ça qui explique position équilibre?
C'est ça que je parlais tout à l'heure. C'est la différence de réactivité qui y a entre aldéhyde et cétone. Donc, voyez, donc la différence de réactivité. Donc, le fait que les aldéhydes sont plus réactifs que les cétones, donc, on va gagner beaucoup plus de produits, ok? On va gagner beaucoup plus de diols géminés avec les aldéhydes que les cétones. Même entre les aldéhydes, si on va comparer par exemple formaldéhyde avec éthanol, le formaldéhyde est plus réactif que méthanol. Pour que ça formaldéhyde est plus réactif que méthanol, c'est parce que dans éthanol, excusez-moi, c'est pas méthanol. Formaldéhyde ou méthanol. Maintenant, pourquoi formaldéhyde HCHO est plus réactif que CH3CHO? Mais dans formaldéhyde, il y a moins d'encombrement stérique, il n'y a pas de groupement R qui a stabilisé le carbone fonctionnel là, alors que dans éthanol, il y a un groupement R qui stabilise le carbone fonctionnel. Ce groupement R aussi augmente l'encombrement stérique, donc diminue l'accès de l'eau au carbone fonctionnel. Donc c'est ça qui explique que avec acétone, l'hydratation de l'acétone, avec l'hydratation de formaldéhyde, donc les banos et deux positions de l'équilibre. OK, donc on s'arrête ici. On s'arrête ici. Donc, semaine prochaine, nous poursuivons avec, nous reprenons cette partie et nous poursuivons avec l'hydratation, nous poursuivons avec quoi d'autre? La formation des additions nucléophiles des alcools, formation d'acétate, etc. Donc, on espère vraiment semaine prochaine que nous terminer avec, bon, je ne suis pas certain. De toute façon, il nous reste 2 cours pour terminer avec les aldéhydes et les cétones. Normalement, après chapitre, ça nous va supposé faire examen. Donc, si vous le souhaitez, nous sommes capables de faire examen en ligne. Est-ce que nous sommes d'accord pour faire examen en ligne? Comme nous toutes pas la machine, pas qu'à répondre. OK, pas de problème. Donc, merci pour votre présence, votre participation. Donc, je vous enverrai le lien de la vidéo sous peu. Donc, d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc, soyez prudents. Merci, monsieur Alexis. Merci. Merci, monsieur.